Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. L'histoire que vous allez découvrir révèle des secrets du passé et montre comment la justice peut rattraper même les criminels les plus cachés. Herbert Kukür, surnommé le boucher de Riga, était un nom qui glaçait le sang des survivants de l'Holocauste. Responsable de nombreuses atrocités en Lettonie pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait réussi à fuir au Brésil, un pays lointain et apparemment sûr, où il avait reconstruit sa vie sous un voile d'anonymat. Mais pour le Mossad, l'agence de renseignement israélienne, la justice n'a pas de frontières, et retrouver les criminels de guerre nazis était une priorité absolue. La traque de Kukür ne commença pas au Brésil. L'opération prit naissance à partir des témoignages de survivants et de l'examen minutieux des archives nazies capturées après la guerre. Les agents israéliens passèrent au peigne fin les listes de la Luftwaffe, les registres des Einsatzgruppen et les journaux de l'occupation à Riga, cherchant des indices, des noms et tout détail susceptible de révéler la localisation de ceux qui avaient échappé à la justice. Chaque document, chaque photographie trouvée dans les archives européennes, constituait une pièce d'un puzzle mortel. Lorsque les rapports indiquèrent le Brésil comme refuge de Kukür, la mission prit une dimension encore plus complexe. Le pays sud-américain était immense, peuplé de millions de personnes, et son gouvernement n'avait aucun intérêt à poursuivre un homme qui semblait mener une vie ordinaire. Pour le Mossad, cela signifiait que l'opération devait être silencieuse, précise et absolument clandestine. Aucune erreur n'était permise. Alerter Kukür ou compromettre les informateurs locaux aurait pu faire échouer la mission. La première étape consista à infiltrer des agents sous couverture dans les communautés d'immigrants européens. Hommes et femmes utilisant de faux passeports se firent passer pour des entrepreneurs, des journalistes ou des universitaires, tout en collectant des informations sur les déplacements, les relations et les habitudes du fugitif. Chaque café visité, chaque conversation écoutée, chaque document apparemment insignifiant était analysé avec la précision d'un chirurgien. Ils savaient qu'une seule erreur pouvait faire disparaître Kukür à nouveau. Les rapports indiquaient que Kukür vivait dans la région de São Paulo, dans une maison qui semblait banale mais qui était en réalité entourée de voisins protégeant son anonymat. Les agents du Mossad commencèrent à observer discrètement les environs, horaires d'entrée et de sortie, visites de connaissances, achats alimentaires et matériels. Chaque détail renforçait le profil élaboré à partir de ces archives historiques et des témoignages. Mais la mission ne se limitait pas à la simple surveillance. Elle nécessitait également une manipulation psychologique subtile. Des lettres anonymes, des rumeurs stratégiquement placées et des fuites calculées dans la presse locale visaient à provoquer des réactions confirmant l'identité de Kukür sans éveiller ses soupçons. C'était un jeu d'échecs silencieux où chaque mouvement devait anticiper la réaction de l'ennemi, inconscient qu'il était observé. Une pièce clé d'information provint d'un témoin ayant partagé l'occupation de Riga avec Kukür et vivant désormais aux États-Unis. Son témoignage permit aux agents de tracer un schéma de comportement reliant le passé de Kukür à son présent. Il révéla que le fugitif conservait des habitudes apparemment anodines, reflétant sa mentalité nazie, obsession de la ponctualité, discipline rigoureuse et comportement contrôlant envers son entourage. Chaque détail renforçait la certitude que l'homme observé était bien le boucher de Riga. Pendant que l'opération avançait, les agents faisaient face à des dilemmes moraux et éthiques. Le Brésil étant un pays neutre dans cette affaire, toute erreur pouvait déclencher une crise diplomatique internationale. Il fallait équilibrer l'urgence de capturer un criminel de guerre avec la sécurité des agents eux-mêmes. Chaque décision se prenait sous une pression intense, en sachant qu'un faux pas pouvait faire échouer des années de travail minutieux. Finalement, après des mois de surveillance et de collecte de preuves, les agents élaborèrent un plan pour confronter Kukür directement. Il ne s'agissait ni d'une arrestation publique ni d'une opération bruyante, mais d'un effort soigneusement calculé pour faire face à l'homme avec la preuve de ses crimes, et si nécessaire, garantir qu'il en paierait le prix. La tension était palpable. Chaque seconde d'attente, chaque rapport examiné, chaque pas dans les rues de São Paulo rapprochait les agents d'un dénouement que l'histoire avait laissé en suspens pendant des décennies. La traque de Kukür entra dans une phase encore plus périlleuse. Les agents du Mossad, parfaitement conscients que chaque mouvement pouvait être observé, redoublèrent de prudence. Des semaines entières furent consacrées à établir un réseau de surveillance méticuleux, intégrant des repérages à distance et des filatures discrètes. Chaque rue de São Paulo devint un terrain d'observation. Chaque voisin suspect un informateur potentiel, chaque détail du quotidien de Kukür une pièce d'information vitale. Les agents découvrirent rapidement que Kukür avait soigneusement élaboré une vie de façade. Son nom ne figurait sur aucun registre officiel récent, ses transactions financières étaient dispersées et anonymes, et ses liens sociaux semblaient anodins. Pourtant, sous cette apparence banale se cachait un esprit méthodique et prudent, capable de détecter le moindre signe de curiosité à son égard. Pour le Mossad, cela signifiait que toute erreur pouvait compromettre non seulement la mission, mais la possibilité même de rendre justice à ceux qui l'avaient persécuté. Afin de confirmer son identité,
l'équipe israélienne mit en œuvre une stratégie combinant technologie et ruse humaine. Des appareils d'écoute furent discrètement installés dans des points stratégiques, mais surtout, ils comptaient sur des interactions indirectes pour provoquer des réactions révélatrices. Chaque visite d'un proche, chaque livraison, chaque appel téléphonique était analysé avec une précision chirurgicale. Les agents notaient les habitudes, les micro-expressions, le langage corporel, dans l'espoir de croiser ces données avec les archives historiques pour établir un profil irréfutable. Kukur, inconscient de l'ombre qui le suivait, continuait sa routine. Il visitait les marchés locaux, entretenait son jardin, participait à des réunions communautaires. Mais le Mossad savait que ces gestes anodins étaient aussi des opportunités. Chaque sortie publique offrait un moment où la vigilance pouvait décliner, un instant où la vérité pouvait être captée. Les agents attendaient patiemment, conscients que la précipitation pourrait tout faire échouer. Le Mossad ne se contentait pas de simples observations. Une campagne psychologique subtile fut orchestrée pour le pousser à révéler des indices de son passé. Des lettres anonymes furent déposées, évoquant vaguement des événements en Lettonie, des journaux locaux reçurent des « fuites » soigneusement calibrées, et des conversations piégées furent initiées par des agents infiltrés. L'objectif n'était pas de le piéger de manière violente, mais de provoquer une fissure dans son masque, de le faire réagir instinctivement, révélant ainsi son identité réelle. Un élément décisif apparut grâce à un témoin clé résidant aux États-Unis, un ancien complice ou simple observateur de Kukur pendant la guerre. Ce témoignage permit de lier les comportements actuels du fugitif à ses crimes passés. Les détails fournis étaient précis, son obsession pour l'ordre, sa discipline extrême, ses comportements manipulateurs envers les proches. Chaque signe correspondait au profil historique, confirmant sans doute possible que l'homme que le Mossad surveillait était bien le boucher de Riga. Alors que la traque avançait, les agents durent faire face à des dilemmes incessants. Le Brésil était un terrain neutre, mais toute opération mal calculée risquait de provoquer un incident diplomatique majeur. Chaque déplacement, chaque contact devait être minutieusement planifié. La pression était immense. La justice, qui avait attendu des décennies, reposait maintenant sur des décisions instantanées, sur la capacité des agents à rester invisibles tout en obtenant des preuves irréfutables. Les semaines se transformèrent en mois, et la tension monta à son paroxysme. Les agents commencèrent à anticiper les réactions de Kukur, prévoyant chaque mouvement avec une exactitude presque surhumaine. La confrontation finale n'était plus une simple hypothèse, mais une étape imminente, chaque détail minutieusement préparé pour garantir que le fugitif ne puisse échapper à la justice encore une fois. Une nuit, après des semaines de surveillance continue, un schéma se dessina. Kukur avait un rituel nocturne immuable. Il quittait sa maison à une heure précise pour une promenade solitaire. Le Mossad comprit que c'était le moment idéal pour agir. Les agents se positionnèrent, invisibles aux yeux du monde, mais prêts à enregistrer chaque mouvement, chaque geste, chaque réaction. L'histoire se rapprochait de son point culminant. La justice, après tant d'années d'attente, était enfin à portée de main. Le moment tant attendu approchait. Chaque agent du Mossad était conscient que cette opération marquerait l'aboutissement de mois d'ombre, d'attente et de calculs précis. Herbert Kukur, le boucher de Riga, ignorait toujours l'ombre qui le suivait, l'œil invisible qui surveillait chacun de ses mouvements. Pourtant, tout autour de lui, le piège se refermait silencieusement, invisible mais implacable. Les agents avaient étudié chaque détail de sa routine. Sa sortie nocturne, le chemin qu'il empruntait, la durée de sa promenade, jusqu'au plus infime détour qu'il effectuait, tout avait été minutieusement noté. Ils avaient placé des observateurs à des points stratégiques, des rues adjacentes aux intersections, des balcons et même des fenêtres d'immeubles voisins. Chaque pas de Kukur pouvait être suivi sans qu'il s'en doute. Mais la mission n'était pas seulement technique. Elle exigeait un contrôle émotionnel absolu. Les agents devaient rester invisibles, immobiles, silencieux, capables d'attendre des heures, parfois sous la pluie ou dans la chaleur étouffante de Sao Paulo, jusqu'au moment exact où le piège pourrait se refermer. Le Mossad savait que si Kukur sentait la moindre présence suspecte, il pourrait disparaître à jamais, emportant avec lui la justice qui avait attendu des décennies. Le jour de l'action, la tension atteignit un niveau insoutenable. Les signaux furent donnés en silence. Chaque agent prit sa position, chaque caméra, chaque microphone miniature était prêt. La patience, la discipline et la précision de l'équipe étaient sur le point d'être mises à l'épreuve. Et alors, à l'heure exacte, Kukur sortit de sa maison, marchant seul, inconscient que sa vie basculait. Chaque mouvement fut analysé en temps réel. Les agents anticipaient ses réactions, notaient ses gestes, ses regards, et chaque petite hésitation servait à confirmer l'identité qu'ils connaissaient déjà, mais qu'ils devaient prouver de manière irréfutable. Kukur était fidèle à son passé, la rigidité de sa posture, la ponctualité de ses pas, la minutie de ses gestes trahissaient l'homme qu'il avait été autrefois, l'ombre de ses crimes demeurant toujours présente dans son comportement. Pour la première fois,
un agent prit contact visuel direct avec lui. L'intention n'était pas d'attaquer, mais de provoquer un léger décalage psychologique, suffisant pour obtenir une réaction. Un frisson parcourut Kukure, subtil, imperceptible pour un observateur non entraîné, mais capté par des yeux aguerris. C'était le signe que la mission avançait. Le piège se refermait avec une précision clinique. La confrontation finale ne nécessita aucune violence. Les agents s'approchèrent sous couvert de l'obscurité, utilisant la surprise et l'autorité pour imposer leur contrôle. Kukure réalisa soudain qu'il n'était plus seul. Les preuves accumulées, les témoignages collectés, les observations scrupuleuses de son quotidien étaient toutes là, implacables. Il comprit que l'inévitable justice qu'il avait esquivée pendant des décennies le rattrapait enfin. Chaque mot prononcé par les agents était mesuré, chaque geste calculé pour maintenir la situation sous contrôle. Kukure fut confronté aux faits, aux documents, aux témoignages irréfutables. L'homme qui avait cru pouvoir échapper à son passé pendant des années se trouvait face à une vérité impossible à nier. La tension, jusque-là silencieuse, éclata dans une confrontation psychologique intense. La peur, la surprise et le désarroi se mêlaient à une lucidité soudaine. Le Mossad avait atteint son objectif. Non par la force brute, mais par la patience, la stratégie et l'ingéniosité. La capture de Kukure était le résultat d'une traque implacable, combinant intelligence humaine, technologie et psychologie. Chaque agent savait que cette opération marquait non seulement la fin d'un criminel de guerre, mais aussi un message puissant. La justice peut atteindre les plus fuyards, même après des décennies, et que les crimes ne restent jamais impunis. Alors que Kukure était escorté hors de son refuge, silencieusement, sans spectacle ni violence publique, les agents se remémoraient les mois d'ombre, de ruse et de patience qui avaient conduit à ce moment. Le poids du passé, l'ampleur de ces crimes et la détermination des survivants et de leurs descendants avaient convergé pour rendre justice. La mission, si méticuleuse et implacable, démontrait que même les criminels les plus habiles et prudents ne peuvent jamais échapper à l'œil vigilant de ceux qui défendent la mémoire et la justice. La capture de Herbert Kukure provoqua une onde de choc silencieuse mais puissante, qui résonna bien au-delà des rues de Sao Paulo. Pour le Mossad, l'opération ne s'arrêtait pas à l'arrestation physique d'un criminel. Chaque agent savait que la portée de cette mission affecterait l'histoire, la mémoire des victimes et la perception internationale de la justice post-Seconde Guerre mondiale. Les premiers messages furent transmis aux autorités israéliennes avec la précision d'une machine bien huilée. Chaque détail, chaque observation et chaque preuve collectée fut consignée avec soin, afin de constituer un dossier irréfutable, capable de résister à tout examen juridique. La minutie et la rigueur employées durant des mois par les agents garantissaient que la justice n'était plus une abstraction, mais une réalité tangible. Dans le même temps, des survivants du génocide commencèrent à entendre la nouvelle. Certains avaient perdu espoir depuis des décennies, pensant que l'ombre de Kukure resterait impunie. D'autres, encore hantés par les souvenirs des massacres à Riga, ressentirent un mélange de soulagement, de colère et de tristesse. La capture fit remonter des souvenirs enfouis, les cris des innocents, les familles séparées, les maisons incendiées. Mais, pour beaucoup, ce fut aussi le début d'une catharsis, la certitude que la mémoire et la justice pouvaient enfin se croiser. À l'international, la nouvelle provoqua une onde de réactions diplomatiques et médiatiques. Le Brésil, initialement silencieux face à la présence du fugitif, dut admettre que des agents étrangers avaient opéré sur son sol. Des débats surgirent sur la souveraineté, le droit international et le rôle des agences de renseignement dans la poursuite des criminels de guerre. Pourtant, derrière ces polémiques, un message fort se dessinait. La traque des criminels nazis, même après des décennies, reste une priorité morale et éthique pour ceux qui défendent la justice. Pour les agents du Mossad, le sentiment était double. D'un côté, la satisfaction intense de voir un criminel de guerre capturé, la preuve tangible que leur patience, leur discipline et leur détermination avaient payé. De l'autre, un poids émotionnel difficile à ignorer, la confrontation avec la cruauté humaine, les récits de massacres et l'ampleur des crimes de Kukure. Chaque agent savait que, malgré la réussite de la mission, l'ombre des horreurs observées restait gravée en eux, indélébile. La procédure légale qui suivit permit d'exposer au grand jour les crimes de Kukure. Les archives, les témoignages, les photographies et les preuves accumulées durant l'opération furent présentées dans un contexte international, rappelant au monde entier les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale et l'importance de ne jamais oublier. Le boucher de Riga, autrefois invisible et protégé par l'anonymat, se retrouvait maintenant face à l'histoire, confronté à la mémoire de ses victimes et à la détermination de ceux qui avaient œuvré pour que justice soit rendue. Mais la mission avait également des répercussions humaines plus intimes. Les agents qui avaient suivi, observé et finalement confronté Kukure durent gérer leurs propres émotions. La tension, l'angoisse et le stress accumulés pendant des mois se transformèrent en une lourde charge émotionnelle. Certains se sentaient vidés, d'autres trouvaient une étrange forme de paix, sachant que leur action avait permis de réparer,
même partiellement, l'injustice infligée pendant la guerre. Le récit de cette traque devint, au fil du temps, un exemple emblématique de l'efficacité et de la détermination du Mossad. Non seulement pour ses méthodes d'infiltration et de renseignement, mais surtout pour son engagement moral. Même les criminels les plus habiles et les plus longtemps cachés ne peuvent échapper à l'œil vigilant de la justice. La capture de Kukur démontra que, parfois, la patience, la stratégie et la précision peuvent triompher de la cruauté et de l'impunité, et que l'histoire finit toujours par rattraper ceux qui tentent de la fuir. Enfin, la ville de Sao Paulo, le Brésil, et même le monde entier furent témoins, indirectement, d'une vérité universelle. La justice peut attendre des décennies, mais elle finit toujours par s'imposer. Pour les survivants, c'était une victoire morale, une reconnaissance de la souffrance et de la mémoire. Pour les agents, c'était la confirmation que leur travail, souvent invisible et silencieux, avait un impact durable et significatif. Le procès de Herbert Kukur fut l'ultime chapitre d'une traque qui avait duré des décennies. Pour le monde extérieur, il s'agissait d'un simple procès d'un criminel de guerre, mais pour ceux qui avaient suivi chaque étape de l'opération, c'était l'aboutissement d'une quête de justice méticuleusement orchestrée. Les preuves accumulées par le Mossad, les témoignages des survivants, les archives minutieusement analysées constituaient un dossier irréfutable. Chaque document, chaque photo, chaque récit de l'horreur infligée à Riga était là pour rappeler à Kukur qu'aucun mensonge ne pouvait effacer son passé. Dès les premières audiences, la tension était palpable. Les juges, les avocats, les témoins et même le public sentaient le poids de l'histoire. Les récits des survivants pénétraient profondément dans l'âme de chacun, décrivant avec un détail glaçant les atrocités que Kukur avait commises. Mais il ne s'agissait pas seulement de crimes abstraits, c'étaient des vies détruites, des familles anéanties, des existences brisées. Le monde entier, par le biais de ce procès, faisait face à la brutalité du passé et à la puissance de la mémoire collective. Kukur, lui, était visiblement affecté. L'homme qui avait cru pouvoir fuir la justice pendant des décennies se retrouvait soudainement confronté à l'évidence implacable de ses actes. Ses gestes, sa posture, même son regard trahissaient une nervosité profonde. Pour la première fois depuis des années, il ne pouvait plus masquer son identité, son rôle dans les massacres de Riga et sa responsabilité personnelle dans la mort de milliers d'innocents. Le Mossad, invisible mais présent dans chaque détail du procès, observait silencieusement. Les agents savaient que la véritable justice ne résidait pas seulement dans l'incarcération de Kukur, mais dans la reconnaissance publique de ses crimes. Chaque témoignage, chaque document présenté au tribunal était le fruit d'une opération minutieuse, d'une patience inhumaine, de mois et d'années passées dans l'ombre pour faire émerger la vérité. Au fil des audiences, l'impact émotionnel se fit sentir à l'échelle internationale. Des journalistes du monde entier retranscrivaient les récits, des historiens analysaient les preuves, et des communautés de survivants retrouvaient une forme de paix. La capture et le procès de Kukur devinrent un symbole. La justice peut rattraper le temps, elle peut atteindre même les plus habiles à fuir, et surtout, elle demeure fidèle à la mémoire des victimes. Même après la condamnation de Herbert Kukur, les répercussions de son arrestation et de son procès continuèrent à se faire sentir, bien au-delà des murs de la prison et des tribunaux. Pour le Mossad, ce n'était pas la fin de la mission, mais le début d'une réflexion sur ce que signifiait vraiment traquer un criminel de guerre, sur le poids de la justice et sur la responsabilité morale de ceux qui œuvrent dans l'ombre. Chaque agent impliqué se remémorait les semaines et les mois passés à observer Kukur, à analyser ses gestes, à anticiper ses mouvements. La précision et la patience avaient été essentielles, mais la confrontation avec un homme capable d'une telle cruauté laissait des cicatrices invisibles. Certains ressentaient encore un mélange de soulagement et de malaise, conscience aiguë que, malgré la réussite de la mission, la noirceur humaine pouvait exister, intacte et méthodique. Du côté des survivants, le procès et la traque suscitèrent des émotions contradictoires. La joie et le soulagement se mêlaient à des souvenirs douloureux. Les récits des massacres, les visages perdus et les familles anéanties ressurgissaient avec force, rappelant que la mémoire ne peut jamais être complètement apaisée. Pourtant, la capture de Kukur apporta un sentiment de justice, une preuve que la persévérance et le courage peuvent rétablir l'équilibre face à l'injustice la plus cruelle. Sur le plan international, l'opération inspira et fit réfléchir. Elle montra que les crimes de guerre, même longtemps après leur commission, n'échappent pas à la vigilance de ceux qui défendent la vérité. Les agences de renseignement et les gouvernements prirent note des méthodes, de la stratégie et de l'éthique impliquée. Une combinaison d'intelligence, de patience et de discrétion pouvait atteindre des objectifs que la force seule ne pourrait jamais accomplir. Mais au-delà de l'efficacité opérationnelle, c'était la dimension humaine qui laissait la plus forte empreinte. Les témoins, les historiens et les chercheurs soulignèrent que la traque de Kukur était aussi une leçon morale. Elle rappelait que l'indifférence face au mal, même dans des lieux lointains et longtemps après les faits, permet à l'injustice de prospérer. L'opération démontra qu'un engagement éthique et stratégique pouvait restaurer la justice, mais exigeait courage, patience et résilience. Pour Kukur lui-même,
La conscience de son passé rattrapé par la justice marqua les derniers jours de sa vie avec un poids écrasant. L'homme qui avait cru pouvoir échapper à l'histoire réalisa que la mémoire et la vigilance collective avaient surmonté ses tentatives d'oubli. Le jugement et la condamnation furent le témoignage tangible que l'impunité n'est jamais éternelle. À long terme, la traque et la capture de Kukur devinrent un symbole pour le Mossad et pour le monde entier. Elle montra que la justice, même lente, est implacable. Elle rappela aux criminels que les décennies d'anonymat ne suffisent jamais à effacer leurs actes. Et surtout, elle prouva que la mémoire des victimes, soutenue par ceux qui œuvrent dans l'ombre, a le pouvoir de transformer la peur et l'angoisse en leçons pour les générations futures. Dans le silence qui suivit la fin du procès, les survivants purent enfin exprimer ce qu'ils avaient porté pendant tant d'années, la douleur, le deuil, mais aussi la reconnaissance de voir la justice triompher. Les agents, quant à eux, poursuivirent leur travail, conscients que chaque mission avait un coût émotionnel et moral, mais renforcés par la certitude que leur engagement apportait un équilibre essentiel à l'histoire. Ainsi, l'histoire de Herbert Kukur, du boucher de Riga, ne s'acheva pas simplement par sa capture et sa condamnation. Elle devint une leçon universelle sur la vigilance, sur le poids de la mémoire et sur le pouvoir de la justice. Une démonstration que, même dans les ténèbres les plus profondes, la patience, la stratégie et la détermination peuvent faire éclater la vérité, restaurer l'ordre moral et honorer la mémoire de ceux qui ont été perdus. Alors que les dernières pages du procès de Herbert Kukur se tournaient, l'histoire entière semblait se condenser en une leçon universelle sur le poids du passé, la force de la mémoire et l'inéluctabilité de la justice. Les agents du Mossad, après des mois passés dans l'ombre, purent enfin contempler le résultat de leur travail. Un criminel de guerre confronté à ses crimes, une vérité révélée et la mémoire des victimes honorées. Mais l'impact de cette opération allait bien au-delà de la simple capture. Chaque survivant ressentit un mélange complexe d'émotions, soulagement, douleur, tristesse, mais aussi un profond sentiment de réhabilitation. Voir Kukur jugé et condamné signifiait que la justice pouvait rattraper le temps, qu'aucun crime, aussi longtemps dissimulé, ne pouvait rester impuni. Pour beaucoup, c'était la preuve que leur souffrance, leur mémoire et leur voix avaient finalement un poids dans l'histoire. Pour les agents, la mission laissa une empreinte indélébile. La tension, le stress, la précision et la discipline qu'exigeait la traque avaient forgé une expérience unique, mais chaque moment passé à observer Kukur rappelait la complexité morale de leur rôle. Ils avaient confronté la cruauté humaine, observé la froideur méthodique d'un criminel de guerre, et pourtant, ils avaient utilisé cette confrontation pour rétablir l'équilibre et la justice. Ce mélange de satisfaction et de poids émotionnel deviendrait un souvenir permanent, un témoignage de la profondeur de leur engagement. L'influence de l'opération se fit également sentir sur le plan international. Le monde prit conscience que les crimes de guerre, même longtemps après, ne sont jamais oubliés. Les gouvernements, les agences de renseignement et les institutions judiciaires virent dans cette traque un exemple de patience, de stratégie et de persévérance. Elle démontra que la justice peut être lente mais implacable, qu'elle peut franchir les continents et traverser les décennies, et que les criminels, aussi prudents ou cachés qu'ils soient, finissent par être confrontés à leurs actes. Au-delà de la dimension opérationnelle et politique, la capture de Kukur laissa un héritage moral et historique. Chaque récit de survivant, chaque document utilisé pour le localiser et le confronter, chaque minute passée dans l'ombre pour observer le fugitif devint une preuve que la mémoire collective peut triompher de l'oubli. Le monde se souvint que la vigilance, la justice et la détermination sont les seules garanties contre l'impunité. Kukur, confronté à la fin inévitable de sa fuite, devint lui-même un symbole involontaire, celui de la vérité rattrapant la dissimulation, de l'histoire rattrapant l'oubli et de la justice triomphant malgré les décennies. Son procès et sa condamnation résonnèrent comme un rappel que chaque acte, chaque choix, chaque crime laisse une trace qui ne peut jamais être entièrement effacée. La conclusion de cette opération ne marqua pas seulement la fin d'un criminel de guerre, mais également le triomphe de la mémoire, de l'éthique et de la détermination humaine. Les survivants purent enfin ressentir un apaisement, les agents comprirent l'importance de leur travail silencieux et le monde entier reçut un message clair. Le mal peut être long à poursuivre, mais il n'échappe jamais entièrement à la justice.